Salut mes petits riffologues. Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène, un riff tellement connu que même si tu ne joues pas de guitare, tu l'as déjà dans la tête. I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. Et un son qui va devenir une signature mondiale. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Avant de plonger dans l'histoire, on plante les clous. Enregistrement RCA Studio Hollywood, 12 mai 1965. Sortie du single aux États-Unis, 4 juin 1965. Numéro 1 du Billboard Hot 100, 10 juillet 1965. Le premier numéro 1 américain des Stones. Pour comprendre Satisfaction, il faut se replacer dans l'Angleterre de la fin des années 50 et du début des années 60. Et surtout, écouter ce que le pays entend à ce moment-là, à la radio et à la télévision. La musique dominante est encore très codifiée. On y entend des chanteurs propres sur eux, bien coiffés, des chansons orchestrées, pensées pour le grand public et les salons familiaux. Des artistes comme Cliff Richard, Adam Faith ou Billy Furry incarnent cette pop anglaise très présentable, héritière d'un modèle américain, mais soigneusement lissé. C'est une musique qui ne dérange pas, une musique qui accompagne, mais qui ne questionne pas. Chez les jeunes, pourtant, quelque chose commence à frémir. Avant même le blues électrique, beaucoup découvrent la musique par le skiffle. Une forme simple, presque bricolée, popularisée par Lodie Donegan. Une guitare, un rythme, 3 accords, et l'idée que la musique peut se faire sans orchestre ni permission. Mais le véritable choc arrive d'ailleurs, par les disques importés par les marins, par des boutiques spécialisées et certaines émissions de radio. Une autre musique traverse l'Atlantique. Une musique plus rugueuse, plus directe, chargée d'émotions. Le blues et le rhythm and blues américain. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Bo Diddley, des voix rappeuses, des guitares amplifiées, des rythmes qui claquent. Une musique qui ne cherche pas à être élégante, mais à dire quelque chose de vrai. Pour une jeunesse anglaise habituée à la bienséance sonore, le contraste est saisissant. D'un côté, la musique de salon, de l'autre, une musique qui sent la sueur, la rue et l'électricité. Au début des années 60, l'Angleterre commence à absorber ce choc. Des musiciens comme Alexis Comer ou John Mayall deviennent des passeurs de ce blues américain, qu'ils adaptent, électrifient et transmettent à toute une génération. C'est ce qu'on appellera plus tard le British Blues Boom. Les Rolling Stones naissent exactement dans ce creuset. Leur nom est emprunté à Muddy Waters. Leur répertoire initial est rempli de blues et de rhythm and blues. Leur posture est claire, se tenir à l'opposé de la pop bien peignée. Et puis arrive 1965. Londres devient une capitale culturelle. La jeunesse impose ses codes. La guitare électrique cesse d'être un simple instrument d'accompagnement pour devenir un symbole. Musicalement, quelque chose bascule. Le riff n'est plus un détail, il devient le cœur du morceau, l'identité même de la chanson. Satisfaction arrive exactement à ce moment-là, ni trop tôt, ni trop tard. À l'instant précis où une génération ne veut plus d'une musique qui rassure, mais d'une musique qui exprime une tension, une frustration, un malaise diffus. Ce riff n'est pas seulement une idée musicale, c'est la collision entre une époque, une culture et une guitare branchée trop fort.
Et maintenant que tu entends le monde dans lequel ce riff apparaît, tu comprends pourquoi il sonne comme une rupture. Là, on arrive à un moment fascinant, raconté par Keith Richards lui-même, mais souvent mal résumé. Il se réveille en pleine nuit, attrape une guitare et enregistre sur un magnétophone une idée musicale. Pas une chanson, pas un arrangement, juste une ligne. Le lendemain, environ 2 minutes de guitare, puis de longues minutes de ronflement. Le riff est là. Mais dans sa tête, ce n'est pas encore le riff de guitare qu'on connaît. Et surtout, Richards expliquera plus tard qu'il imaginait cette phrase comme une ligne de cuivre, répétitive, mécanique, dans l'esprit R&B. Cette guitare n'est donc au départ qu'une maquette sonore. I can get no satisfaction. Une phrase simple, presque volontairement brute, qui devient un slogan inversé. Pas la promesse du bonheur, mais l'impossibilité de l'atteindre. En 1965, la consommation moderne s'installe partout. La publicité vend du confort, de la réussite, une vie idéale et alimente un désir sans fin. Les paroles parlent de ce brouhaha, des messages qui te disent quoi vouloir, quoi acheter, comment te comporter. Et puis il y a l'autre niveau, la frustration du désir, la tension sexuelle suggérée, suffisamment pour rendre le morceau controversé. Dans un pays où la radio officielle reste prudente, les radios pirates jouent un rôle central. Elles diffusent la pop et le rock à une cadence que les circuits traditionnels n'assument pas encore. Résultat, Satisfaction n'est pas seulement un tube, c'est un miroir tendu à son époque, un malaise diffus, rendu chantable et mémorable. Et maintenant qu'on sait ce que ce riff raconte, on va entendre comment il le crie. Ici, on touche au cœur de l'expérience, parce que Satisfaction, ce n'est pas seulement un riff, c'est un son. Et ce son-là va changer durablement la guitare électrique. Quand on écoute Satisfaction, on a tendance à se souvenir du riff. Mais ce que le cerveau identifie en une fraction de seconde, ce n'est pas seulement une mélodie, c'est un grain, un timbre abrasif, presque artificiel, qui tranche immédiatement avec tout ce qui passait à la radio en 1965. Keith Richards utilise ici une pédale encore peu connue à l'époque et aujourd'hui devenue mythique, la Maestro FZ1 Fuzz-Tone. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce son, devenu l'un des plus célèbres du rock, n'était pas pensé comme un son définitif. Keith Richards l'a raconté à plusieurs reprises. Pour lui, cette guitare fuzz était une maquette, un repère sonore destiné à guider une future ligne de cuivre. Autrement dit, dans son esprit, ce riff n'était pas encore un riff de guitare rock. C'était une phrase rythmique, presque orchestrale, héritée de la soul et du rhythm and blues américain. Mais pour comprendre comment cette idée a pu exister, il faut remonter quelques années en arrière. Début des années 60, direction Nashville, l'un des centres névralgiques de l'enregistrement américain. À cette époque, la règle est simple. Un bon son est un son propre, clair, contrôlé. La distorsion est un défaut, un problème technique, quelque chose qu'on corrige. En 1961, lors d'une session pour le chanteur Marty Robbins, sur le morceau Don't Worry, le guitariste de studio Grady Martin enregistre une partie de guitare baryton. Mais un incident se produit. Un transformateur défectueux dans la console de mixage provoque une saturation étrange, un écrêtage brutal du signal. Le son est sale, agressif, totalement anormal pour l'époque. Et pourtant, au lieu d'être supprimée, cette piste est conservée dans le mix final. Le morceau sort et Don't Worry devient un succès, atteignant le top 10 du Billboard en 1961. C'est la première fois qu'un son aussi distordu, aussi volontairement imparfait, se retrouve au cœur d'un hit populaire. Cet accident intrigue profondément un ingénieur du son présent dans l'écosystème de Nashville, Glenn Snoddy. Snoddy comprend quelque chose de fondamental. Ce son n'est pas seulement une erreur,
c'est une nouvelle texture musicale. Si un défaut électronique peut produire ce timbre par hasard, alors il doit être possible de le reproduire volontairement. Snoddy se met à travailler sur un circuit capable d'écréter le signal de manière contrôlée, en utilisant des transistors germanium. Le but n'est pas de détruire le son, mais de le transformer. En 1962, Gibson rachète le brevet et commercialise ce circuit sous la marque Maestro, sous le nom de FZ1 Fuzztone. C'est l'une des toutes premières pédales de fuzz produites en série. À l'époque, la pédale ne rencontre qu'un succès très limité. Elle est perçue comme une curiosité, un gadget, un effet étrange, sans application évidente. Jusqu'en 1965. Keith Richards utilise la FZ1 pour enregistrer cette fameuse ligne de guitare. Dans son esprit, ce son fuzz est temporaire. Il doit servir de guide pour une future section de cuivre censée reprendre la phrase principale. Mais à l'écoute, quelque chose se produit. Le son est direct, tranchant, impossible à ignorer. Le groupe comprend immédiatement que cette guitare n'est pas un brouillon. C'est le morceau. La fuzz ne sera jamais remplacée. Et ce qui devait être une simple maquette devient le cœur sonore de la chanson. Le single atteint rapidement la première place du Billboard Hot 100. Et avec ce succès, la FZ1 Fuzztone passe presque du jour au lendemain du statut de gadget obscur à celui d'objet culte. Les ventes explosent. La fuzz entre définitivement dans le vocabulaire du rock. Pour la première fois, un son volontairement sale, agressif, imparfait devient le symbole même de la modernité musicale. Et maintenant, on attaque ce riff ultra simple, mais bougrement efficace, qui va certainement devenir le riff technique le plus court de ma série Riffologie culte. Allez, on y va. On va avoir besoin de 3 notes. Les 3 notes popularisées dans toute structure de blues. Le si, le jazz et le ré, qui sont à 2e case, 4e case et 5e case de l'accord de la. En tonalité de mi, ça nous donne la quinte, la cycle majeure et la 7e mineure. Et là, on va les jouer groovy. Voilà comment on joue I Can Get No Satisfaction. Un riff simple, une intention initiale qu'on ne soupçonne pas et un son qui a changé la guitare rock. Dis-moi en commentaire si pour toi aussi, ce riff a changé la face du rock à tout jamais. Et n'oublie pas, tu trouveras sur mon site drfredmrlad.com le GP, les PDF et le backing track de cet épisode. Alors, abonne-toi pour d'autres épisodes de Riffologie culte.